Tidiane Diop. Vous l'avez dit, soir d'info, seconde partie qui reçoit avec plaisir Malick Diop. Il est le coordonnateur de la plateforme des acteurs non étatiques du Sénégal. Bonsoir, monsieur Diop. Bonsoir, Binta. Alors, situation marquée par l'affaire Sonko et la violence qui s'en est suivie. D'abord, votre réaction par rapport à tout ça? Oui, c'est vrai que c'est une situation, on dirait que personne n'attendait, mais c'est tombé comme ça. Oui. Maintenant, nous, notre lecture, c'est que d'abord c'est une affaire privée. Oui. Il faut que les gens se reviennent, ce qu'on dit, un bal à terre. C'est une affaire privée, c'est une jeune fille qui a porté plainte à une autre personne qui fut maintenant une personnalité politique avec un statut. Maintenant, c'est d'abord une affaire privée et à partir de ce moment-là, il faut qu'on laisse la cour des choses au niveau de la justice et après maintenant on va aviser. Oui. Sinon, je pense que le politique va prendre le dessus. On va extrapoler. Est-ce que ce n'est pas ce qui est en train déjà de se faire? Voilà, c'est ça qui a été fait. On est en train de politiser l'affaire. On a essayé de politiser l'affaire. Oui. C'est une stratégie politique. Oui. Bon, l'affaire aussi politique, c'est une stratégie politique, mais d'abord c'est une affaire judiciaire pour nous. Oui. C'est une affaire judiciaire. C'est vrai qu'il y a une maladresse, le fait de convoquer un député sans pourtant lever son immunité, et c'est ça qui a un peu envolé l'affaire. Mais je pense que les choses doivent revenir à la normale, respecter les règles, et chacun, que ce soit M. Sonko, que ce soit Adji Sarr, ce sont des citoyens à dignité égale devant la loi. Oui. Je pense qu'il faut le rappeler, il faut le marteler. Oui. Donc ils sont à dignité égale devant la loi. Ils sont tous justiciables. Et sur cette feuille-là, il faut que justice soit faite et que la lumière soit dite et que justice soit dite. Et après maintenant, on peut faire des analyses comme vous. Oui, sauf que les acteurs politiques, les opposants ne le voient pas de cette façon. Certains ont même élevé la voix pour dire que c'est une façon pour Macky Sall de museler l'opposition. Vous savez, il y a deux choses, Binta. S'il s'agit d'un complot, c'est l'histoire qui le dira. Oui. Si c'est un vol, c'est la justice qui le dira. Oui. Et le temps de la justice et le temps du complot, ce n'est pas la même chose. Donc restons un peu. C'est vrai qu'on a trop emballé, les politiques sont terminées. Et je pense que faisons un peu, ayons un peu de retenue. La retenue voudrait qu'il y a une jeune fille, franchement, qui a porté plainte et il a le droit de la faire. Je pense qu'on est dans une situation sensible. Il faut qu'on puisse... Imaginons que c'est notre petite sœur, c'est notre petite nièce, etc. Ouais. Si c'était nous, notre petite nièce qui a été cette pauvre, peut-être on aurait pu faire la même chose. Revenons à des choses très simples. Je pense qu'un pays, une démocratie aussi, c'est ça. Des choses très simples. Il y a une fille qui s'est sentie donc, victime. Elle a le droit de porter plainte. Allons là-dessus et donnons maintenant à égale dignité à deux citoyens de faire la justice. Donc, revenons à ces simples-là. Maintenant, on a tellement politisé l'affaire, on a politisé l'affaire. C'est vrai qu'il y a un caractère politique, mais il faut que la politique, bien la politicienne, prenne le dessus sur la loi. On est d'abord des citoyens. Donc on est dans une république de citoyens. Je pense qu'il faut le marteler. Et sur cette question-là, tout le monde est attelé devant une justice. Maintenant, il y a des privilèges. Respectons aussi ces privilèges, parce que les privilèges font partie aussi de la République. Respectons ces privilèges-là. Allons jusqu'au bout. Mettons la forme. Et que maintenant, la justice dira son mot. Et après, maintenant, il y a les analyses. Ça veut dire qu'on si il est coupable, il est coupable. S'il n'est pas coupable, il est acquitté. Et après, maintenant, on peut faire maintenant les analyses qu'il faut. Et je pense, revenons à des choses très simples. Et maintenant... Est-ce qu'on peut extirper quand même le volet politique dans cette affaire? Parce qu'Ousmane Sonko est quand même un homme politique, l'opposant le plus quand même traqué peut-être. Je ne vais pas entrer dans le traqué. Vous savez, Binta, en matière politique aussi, il y a des règles. Si on sort un peu de cela. C'est une stratégie politique de complot, etc. Oui. Mais j'ai toujours dit un peu à mes collègues que vous savez, le complot fait partie de la politique. Oui. On peut citer des exemples. Pas de cadeaux en politique. On ne cite pas de cadeaux. Oui. Quand tu acceptes d'être un politique, tu acceptes les règles du jeu. Les coups. Oui. C'est des coups bas, des coups sous la ceinture, des coups fourrés, tout ça. Ça fait partie des techniques de politique, des techniques politiciennes. Oui. C'est des techniques politiciennes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun politicien qui dit que je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait de complot, je n'ai jamais fait de coup. C'est des coups. Maintenant,
il faut que chacun maintenant soit prudent. Il faut savoir en donner, il faut savoir en donner et en recevoir. Oui, c'est ça. Il faut savoir donner. Et Oui. on a dans l'histoire, Oui. on a vu Dominique Strauss-Kahn. Oui. Il suffit qu'il monte dans l'avion pour devenir président. Oui. Il suffit juste qu'il monte dans l'avion pour devenir président. On a vu Alain Juppé, il était fait de costume, l'Élysée était tout à fait fait. On a vu Bill Clinton. On peut venir ici avec toutes nos histoires, avec Mamadou Dia, etc. Mais les choses, c'est que chaque chose a son mobile. Là, il y a des coûts politiques, il y a des coûts financiers, il y a des coûts... Mais ça, on parle de viol. C'est la vie de deux êtres. C'est-à-dire que c'est la vie, quelle que soit l'issue, il y aura des conséquences. Du côté de la jeune fille, il y aura des conséquences. Si elle est coupable, si elle est désignée victime, ça va le suivre de toute sa vie. Sonko, ça va le suivre. Même si quand ils sont gagnants, ça va le suivre. Donc, c'est une problématique très complexe. On parle du viol. Je pense que les détournements, c'est très important. Mais les vols, c'est une question intime. C'est une question intime personnelle. C'est important. Je pense que ce soit les politiciens, je demande tout le monde d'avoir un peu de retenue. Ne pas trop politiser l'affaire. Il y a des stratégies politiques, mais aussi la stratégie politique et la stratégie judiciaire, c'est différent. On est actuellement sur les stratégies politiques. Et là, donc, les choses vont suivre, les avocats vont entrer en jeu. Il y a une stratégie judiciaire de défense. L'Assemblée nationale a déjà déclenché la procédure, mais là aussi on dit que l'Assemblée est trop prompte à quand même enlever l'immunité parlementaire de ses pairs, des députés. Oui, c'est vrai que... Prompte à le faire. Il y a beaucoup de levées d'immunité parlementaire sous le magistère du président Macky Sall. 6. C'est vrai que de 2012 à maintenant, c'est vrai qu'il y a franchement... donc on a trop abusé de ça, c'est vrai. Mais aussi, c'est que si les députés aussi sont en main avec la justice... Ils ne sont pas au-dessus des lois. Voilà, ils ne sont pas au-dessus des lois. Si on pouvait enlever les 120 députés, parce qu'il y a des questions juridiques qu'il faut régler, on les règle. Ils sont d'abord des citoyens. Ils sont justiciables. Et la loi les donne des privilèges, mais ils ne sont pas au-dessus de la loi. Donc ça, c'est Sonko est dans son droit de dire je vais déférer une fois qu'on enlève l'immunité parlementaire. C'est vrai. Maintenant, si les députés aussi sont fictifs, parce que nous sommes dans une société, ils ne sont pas des élites. Ils sont dans les sociétés, ils drainent les mêmes tares que les citoyens. Et s'ils ont des problèmes avec la justice, c'est tout à fait normal qu'on enlève l'immunité et qu'ils voient... C'est ce qui veut dire que nous sommes tous égaux devant la loi. Nous sommes tous égaux. Mais sauf qu'il ne faudrait pas aussi que l'on utilise cet argument pour combattre des adversaires politiques. Non, oui, je suis tout à fait d'accord. Ça dit qu'on ne peut pas instrumentaliser la justice. Parce que c'est notre rempart. Il faut que, par exemple, aujourd'hui, si on avait, par exemple, tous ces débats-là, in fine aussi, montrent un peu la défiance que le citoyen a envers la justice. Si on était sûr que la justice ne serait pas instrumentalisée, que tout ça allait appartenir, peut-être il n'y aurait pas ce levier de bouclier. Parce qu'on a vu aussi, on a dit que récemment, c'est le Daou. Donc tout ça, c'est enrobé sur des questions. Les gens ont le droit aussi, en tant que de s'interroger, de poser des questions, de mener de la résistance, mais tout ça doit se faire dans le cadre de la loi, dans le cadre du jeu démocratique. Et accepter les jeux démocratiques, on est des politiciens, on accepte aussi les règles politiques des politiciens. Et ça aussi, c'est des règles. Justement, comment faire pour réconcilier la justice des justiciables, redorer le blason de la justice? C'est un chantier énorme. C'est un chantier sur lequel nous, les acteurs de la société, on travaille beaucoup. Et ça impacte sur le processus électoral. Ça impacte sur le processus, même sur les affaires. Ça impacte sur la vie privée. Donc, on sait que quand le citoyen ne se sent pas protégé par la justice, c'est ça qui est dramatique. Et cette défiance-là, on le voit partout dans tous les secteurs. Ça, au niveau du jeu politique, c'est une défiance énorme parce que la justice doit trancher. La justice doit trancher. Et si les acteurs politiques n'ont pas confiance à cet arbitre-là, c'est comme si quand on joue au match de football, les règles sont connues d'avance. On ne peut pas aller au milieu
du match, siffler un coup franc, on dit que non, le coup franc est transformé en penalty. Donc les règles doivent être claires et précises. Et que maintenant, la justice, il y a deux choses. La justice, elle est libre. Maintenant, est-ce que maintenant, ceux qui l'ont anime, c'est les acteurs, les magistrats, ceux qui convainquent, est-ce qu'ils sont libres? Mais je pense qu'il y a toutes des institutions qui permettent un peu les gens d'être libres. Et ce devoir d'ingratitude, ils doivent l'avoir envers le pouvoir. Et c'est un problème d'homme, c'est un problème de personnalité, mais aussi c'est un problème de Sénégalais. Parce que ces magistrats, ces corps de justice aussi sont des Sénégalais. Ils traînent des tares des Sénégalais. Je pense que ça, c'est important. Le problème est qu'aujourd'hui, si le justiciable n'a plus confiance à sa justice, il est tout simplement tenté à se faire justice lui-même. La justice privée, c'est ce qu'on a vu avant-hier. Mais c'est ça, mais c'est regrettable. Mais c'est ça qui est regrettable, c'est ça qui met en péril le jeu de la démocratie. C'est ça qui met un peu l'État. L'État, le jeu de la démocratie, et l'État qui fragilise l'État de droit. L'État de droit suppose que tout le monde a foi à la justice, on a foi au droit. Et c'est ça qui est le problème. Et s'il n'y a pas la foi au droit, on s'est organisé pour régler nos différends à travers une justice. Que personne n'a le droit de régler ses propres différends. Donc on a foi à cette justice-là, à ce droit-là. Maintenant, si chacun se lève pour dire maintenant, moi je règle mon problème, on bascule dans une démocratie, à une anarchie. Et je pense que c'est important et nos hommes politiques ont la responsabilité de rappeler cela. Ça ne veut pas dire que moi je suis attaqué, j'ai des questions politiques à régler. J'apporte, je dis à mes militants, venez, on va... Non, ça ne règle pas le problème. Je pense que le devoir de responsabilité incombe aussi à nos politiques. Parce que demain, c'est eux qui seront aux affaires. C'est comme ce que ça a. Entre le pouvoir et l'opposition, c'est une pièce. C'est pile et face. Donc le pile peut être face, le face peut être pile. Donc je pense qu'il faut qu'on respecte cela et qu'on revienne à ce sentiment-là, qu'on ait une justice qui est là pour le citoyen, parce que la justice est rendue au nom du peuple, que le peuple ait confiance à celui, mais cette confiance, c'est à la justice de le démontrer. De démontrer que franchement, on est dans... donc je rends mes verdicts, je rends mes décisions en tenant compte maintenant sur la base du droit. Ça, alors, les citoyens ont déversé leur colère dans la rue. Est-ce que vous êtes convaincu que l'État central a su décrypter le message que ces gens leur ont envoyé? Non, mais ça, vous savez, en pratique politique, c'est un rapport de force. C'est important le rapport de force. Je pense que c'était juste un jeu de démonstration pour dire que voilà, nous aussi, on est capable de. Parce que en termes d'analyse aussi, tu as le pouvoir qui est là depuis 2000 a déroulé. Il y a tout le temps, il y a eu des programmes, il tient à son programme, il a déroulé. Je pense qu'il n'y a aucun moment, donc une opposition en termes de rapport de force pour influer la décision. Je pense que ce soit le camp de Sonko, ils l'ont compris pour dire qu'on fait un rapport de force. Et le discours de Sonko, son point de force, va dans ce sens. Donc c'est un discours éminemment politique, qui a occulté l'affaire privée. L'affaire privée, on a transféré l'affaire privée au niveau de la politique. Et son discours, c'était tout fait politique. Et les responsables politiques aussi, tous les responsables politiques de l'opposition ont fait ce jeu-là. C'est très important. Il faut être un peu lucide de ça. Parce que demain, si la situation est autre, parce que rien ne nous dit, on est dans la procédure vient que de démarrer. On n'a pas entendu, on a entendu qu'une seule version. On a entendu sauf qu'on ne sait pas si ce sont les proches de Sonko, que les proches de Sonko qui étaient dans la rue. Peut-être qu'il y avait aussi d'autres jeunes frustrés de la situation sociale à cause de la pandémie qui ont voulu envoyer un signal à l'autorité. Est-ce que l'autorité quand même a su décrypter la situation? Ça c'est sûr. Ça c'est sûr que chaque opportunité,
offerte, ça permet à tout le monde de s'exprimer. Ça, c'est pas seulement nous tous, on était dans les mouvements de jeunesse, dans les mouvements étudiantifs, on sait. Ça dit que dès qu'il y a une opportunité, une fenêtre, les gens se laissent et que chacun va s'exprimer par rapport à son sentiment. Et ça aussi, c'est le jeu de la démocratie. C'est qu'il faut qu'on respecte aussi, il faut qu'on laisse les gens s'exprimer. Marcher quand il veut. C'est vrai que le contexte est un peu compliqué, mais donnons des canaux pour laisser un peu la marmite, voilà. Parce que si on le fait exploser un peu, ça c'est important. Sinon ce qu'on a entendu le président dire qu'il ne veut plus voir du rouge et à la place il n'a rien proposé. Si les gens sont fâchés, comment est-ce qu'ils vont s'exprimer? Non, mais on a envie de déverser, de déverser ce que l'on ressent, la colère qu'on extériorise. On a parfois envie de la faire sortir. Mais comment le président n'a pas dit? Il n'a pas dit le 31 décembre. Il faut que le président comprenne. Puisqu'il ne veut plus voir du rouge. Il faut que l'État, ceux qui nous gouvernent, comprennent que l'espace civique, ça doit être un espace d'expression. La liberté d'expression, la liberté, c'est fondamental. Et on a observé depuis des années le rétrécissement de cet espace civique-là au Sénégal et partout. Les marches interdites. Les marches interdites. Les incarcérations systématiques. Il suffit juste d'aller déposer une plainte pour terminer. Donc, voilà, il suffit de dénoncer. On a vu non, c'est Boubacar Sèye. C'est humiliant. C'est-à-dire que l'État a droit d'informer. C'est l'État qui doit informer. Au nom de la bonne gouvernance. Au nom de la bonne gouvernance, c'est l'État qui doit informer. S'il y a cette déficience d'information, mais les situations sont obligées de dire ce qu'ils veulent. Absolument. Parce que sinon, c'est parce qu'ils n'ont pas l'accès à cette information-là. Ils peuvent poser n'importe quelle question. Ils ont le droit de poser n'importe quelle soit idiote. Il n'y a aucune question qui est idiote. Oui, c'est la réponse qui est idiote. C'est la réponse qui est idiote. Mais donc c'est important. Il faut que cet espace civique soit beaucoup plus respecté. Respectons plus les libertés, que ce soit la liberté d'expression, la liberté de marche, la liberté d'association, c'est des choses fondamentales. Et on a constaté depuis quelques années ce rétrécissement parce qu'aujourd'hui, il y a le Covid. Aussi, c'est une opportunité pour encore restreindre davantage cet espace-là. Mais où sont les interfaces? La société civile, on ne la sent pas non plus. Une société civile que l'on qualifie de société politisée aussi. Est-ce que quelque part, ils n'ont pas raison? Non, Binta, certes, nous, la société civile, on est toujours dans notre rôle. Notre rôle, c'est quoi? Dénoncer. C'est d'alerter, dénoncer et de proposer. Je pense que c'est ça notre rôle. C'est qu'il ne faut pas aussi que... on entend plutôt une société civile dénonciatrice qui accuse l'État par-ci, par-là. Mais c'est une forme... La société civile devait être au juste milieu. Mais on est juste milieu. Vous savez, la société civile, c'est deux choses caractéristiques qui caractérisent la société. C'est important. Et je voulais c'est d'abord, la société civile se caractérise par sa diversité. C'est fondamental. On ne peut pas uniformer la société civile. La force de la société civile, c'est sa diversité. Ça peut être une force, mais ça peut être une faiblesse. Mais c'est son caractéristique principale. On ne peut pas l'unifier. Donc chaque société a ça. Et que chaque société a un mode d'intervention, un mode d'action, un mode opératoire. Est-ce que c'est pas cela qui fait votre inefficacité? Non, c'est ça. D'être émietté. Mais la société a toujours été comme ça. Maintenant, on peut avoir ce qu'on appelle des positions communes, des convergences communes. Sur une problématique, les gens peuvent se regrouper par rapport à votre souveraineté. Et ça, c'est important. La diversité, elle est importante dans la société civile. Son autonomie, elle est importante. Ça, je pense que c'est important. La diversité, l'autonomie, parce que la société, elle est diverse par nature et par essence. Donc, et ça, c'est fondamental. Et maintenant, il y a l'évolution de la société civile au Sénégal. Vous savez, dès les années 60, il y a une société civile qui était beaucoup plus paysanne, de conscientisation. Les premières sociétés civiles, les premières ONG, organisations, on l'appelle les FONGS, Union solidaire, Centre de Bob, ce qu'on appelle Union de solidarité et d'entraide. Tous ces premiers, c'était ancrés au niveau des terroirs pour des actes d'alphabétisation, de développement, etc. Et jusqu'aux années 81, il y a l'émergence sur les questions de droits de l'homme. Parce qu'on était dans des États où il y avait de monopartie, etc. Des questions de droits se posaient. Et une société forte
est né avec la RADDHO, avec toutes ces structures de défense des droits de l'homme qui sont nées dans les années 81 pour poser cette problématique et être en avant-gardiste sur les questions de liberté fondamentale. Et que cette société a évolué dans les années 90-2000 pour revendiquer les questions de participation, pour dire que non, on ne fait plus de développement, mais il faut qu'il y ait une participation aux politiques publiques. Et ça, c'est important. Et cette évolution des partis politiques, c'est ça qui a amené les forums civils, la RADI, etc., pour émerger, pour poser concrètement ces questions de participation. Et après, plus tard, ces questions de gouvernance. Et là, les gouvernances, c'est là où on est maintenant les questions d'alerte. Sur la gestion des affaires publiques, sur les questions de corruption, sur les questions de transparence. Donc, vous voyez, chaque époque, chaque décennie, la société s'est adaptée par rapport aux enjeux de l'heure. Donc, on ne peut pas caractériser la société civile. Donc, la société civile de 1960 n'est pas la d'aujourd'hui. Oui, peut-être que tout le monde maintenant se réclame de la société civile. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne devrait pas passer, par exemple, à une élection de représentativité pour savoir qui est société civile et qui ne l'est pas? Ça, Binta, il ne faut pas. Il faut déchanter la tête. Il ne peut pas. Alors, c'est ça qu'on dit, c'est ça que c'est sa diversité, mais aussi c'est sa neutralité. Autant qu'elle est diverse, parce que, tu sais, vous savez, l'organisation ou bien une association qui est dans le village de Bakoumtoum, il est société civile. Parce qu'elle gère ces questions de société civile au niveau de sa localité. Il est légitime pour poser ces questions. Combien de fois vous avez vu une société civile s'organiser au niveau sur la question foncière? Vous voyez, ce sont les organisations de base villageoises qui s'organisent et qui posent les questions de gestion de foncières au niveau local. Mais c'est ça la société civile. Mais sauf qu'on voit de plus en plus les lanceurs d'alerte proliférer. Est-ce que quelque part, ce n'est pas dû à l'échec de la mission de la société civile? Mais ils font partie de la société civile, les lanceurs d'alerte. C'est une forme, c'est une autre forme, c'est une autre forme, c'est une autre forme, c'est une autre forme, c'est ça. J'ai appelé un peu l'évolution de cette société civile. Aujourd'hui, c'est une autre forme. Plus neutre. C'est une autre forme de société, de s'exprimer, d'alerter, d'aviser, d'aller chercher. Et même aujourd'hui, c'est ce combat que nous menons. C'est que ces lanceurs d'alerte soient protégés. Soient protégés. Je donne un exemple. Vous allez, j'étais au Séoul, Corée. Vous savez, il y a des gens qui sont que leur fonction, c'est de dénonciateurs. C'est-à-dire qu'ils ont des cabinets, ils traquent ceux qui sont fautifs, les restaurants qui ne respectent pas la règle, etc. Et l'État les dédommage, les paye par rapport à cette dénonciation-là. Ici, on ne les protège pas. Non, on les protège. Donc voilà, c'est un engagement, un travail que nous faisons avec les mouvements Yanamar, avec les FADO, etc. On a un grand projet, un grand programme pour travailler sur ce redressement de l'espace civil et voir comment dénoncer, comment protéger donc les lanceurs d'alerte, donc les défenses des droits de l'homme. Parce qu'il faut arriver à cela. Et c'est ça qui permet un peu d'alerter. Parce que le politique qui gère les affaires, il veut toujours le faire dans le noir. Absolument. Dans le noir. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui dit attention, le curseur est montré. Et ça, ça ne les arrange pas. Et c'est des combats aujourd'hui que la société doit porter, comme elle l'a eu à porter dans les années 60, dans les années 80, dans les années 90. Aujourd'hui, c'est des enjeux, des nouveaux enjeux que la société doit porter. Et il ne faut pas attendre qu'on n'ait pas des syndicats pour avoir des représentatifs, etc. Non, il faut qu'on ait des cadres, des espaces que tout le monde soit sa propre de convergence. Voilà, déjà de convergence, mais aussi, pour cette diversité, garder notre neutralité. Elle est fondamentale, cette neutralité-là. C'est que cette neutralité, c'est quoi, Binta? Cette neutralité, c'est que on ne doit pas être un parti pris. La société ne doit pas être parti pris. Elle doit être partie prenante. En tout cas, pour l'État, la société civile sénégalaise et les politiques. Non, on n'est pas. La différence, c'est qu'on n'est pas parti pris, mais on a des parties prenantes. Les partis pris, c'est des trucs partisans. Mais nous, on est des parties prenantes, on doit amener dans ce processus-là à être acquis d'essence, à équilibrer, à dénoncer. Et aussi longtemps que la société existera, aussi longtemps le politique dira, si ça leur arrange, que vous faites
un bon travail, la société fait un bon travail. Oui. Si ça ne les arrange pas, vous dites que vous êtes des politiques encagoulés. Voilà. On va terminer justement, rester juste dans cette affaire Ousmane Sonko et les politiciens, les opposants qu'on a quand même entendus. Est-ce que quelque part, Malick Diop, ces opposants n'ont pas raison d'élever la voix, parce qu'on a quand même connu des jurisprudences dans ce pays, hein, avec les gouvernants qui se sont succédés, les gouvernements. On a connu l'affaire Idrissa Seck, l'affaire Khalifa Sall, l'affaire Karim Wade, l'affaire... beaucoup d'affaires qu'on avait mis quand même dans... oui, qu'on avait dit que c'était juste pour casser de l'opposant. Voilà. Est-ce qu'ils n'ont pas peur, ils n'ont pas raison quand même je sais pas, d'alerter? Non, c'est vrai qu'ils doivent s'alarmer, ils doivent être inquiets, mais ils doivent être prudents. Pourquoi? Parce que, vous savez, ça veut dire que quand tu as l'État, malheureusement, dans nos États sont des États forts, oui, et qui ne lésinent sur rien, sur aucun moyen, oui, pour rester au pouvoir, oui, pour perpétuer leur puissance. Je pense que c'est important. Et que l'État, dans nos États, fait tout pour affaiblir l'opposition, et l'affaiblir davantage, affaiblir en termes d'action, oui, en termes d'influence, en termes de moyens, là où dans les États démocratiques, on renforce l'opposition. Parce qu'on sait qu'en renforçant l'opposition, l'État est beaucoup plus violent, l'État se renforce. Et je pense que c'est important. On n'est pas dans ces... Donc, ils sont dans le rôle, dans la posture de crier, d'alerter, parce qu'il y a beaucoup de choses. On a vu l'affaire Khalifa Sall qui a été éliminé, Karim Wade, voilà, et les opposants à qui devait être Macky Sall lui-même avait connu le même sort. Voilà, Macky Sall a connu le même sort. Voilà, oui, donc c'est l'histoire. Et ça, Binta, c'est vrai que c'est entre l'État, même dans nos partis politiques. C'est ça. Le numéro 1, il liquide toujours le numéro 2. Absolument. Le numéro 1 liquide toujours le numéro 2. Donc voilà, le numéro 2, soit il suit ou bien il sort. Donc la démocratie, c'est d'abord dans nos partis politiques. Il faut qu'ils apprennent à gérer une démocratie interne dans nos partis. S'ils apprennent à gérer une démocratie interne dans nos partis, ils ne vont plus gérer l'État comme tel. Mais ils gèrent l'État comme ils gèrent les partis politiques. Je pense à cette culture démocratique au niveau des partis que les gens doivent. Au niveau des partis politiques, on doit avoir une culture, pas de culte au niveau du président, de tout ça. On avait ici, il avait sa chaise là, on écrivait même. Donc, il y a des choses comme ça. Donc, il faut que ces politiques, l'école des partis, qu'on puisse revenir à ces cultures démocratiques au niveau des partis. Mais s'ils ne gèrent pas démocratiquement les partis politiques, arrivés au pouvoir, ils vont gérer comme ceux qui l'ont géré. Et ça, comme leur propre parti. Et c'est ça le problème. Et ça reflète aussi, nous, notre rapport qu'on a. Voilà. Et ça reflète notre rapport que nous, Sénégalais, que nous avons avec le pouvoir, que nous avons avec l'argent. Donc, il faut qu'on interroge fondamentalement le rapport que le Sénégalais, nous Sénégalais, l'homme sénégalais, a par rapport au pouvoir et par rapport à l'argent. D'accord. Merci beaucoup, Malick Diop. Merci, Binta. Vous êtes le coordonnateur national de la plateforme des acteurs non étatiques du Sénégal. Merci d'avoir suivi et à demain, Inch'Allah. Qui ni seeti mooy président